On dit que la maison est là où est le cœur. Le mien a cessé de battre le jour où j'ai franchi cette porte. Laisse-moi te parler de la mort. Pas celle qui survient avec le dernier souffle et les yeux fermés. Celle qui survient alors qu'on respire encore. Celle qui te vole d'abord ta voix, puis ton espoir, puis tout ce qui fait de toi un être humain. J'ai besoin de raconter cette histoire parce que le silence est une tombe, et je refuse d'être enterré vivant. Mon nom n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai vécu quelque chose qui ne devrait arriver à personne. Ce qui compte, c'est que l'amour peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Ce qui compte, c'est que famille peut être le mot le plus cruel de toutes les langues. Voici l'histoire de mes 1000 morts dans la maison de mon fils. Et comment l'amour d'un enfant m'a ramené de chacune d'elles. Tout a commencé par un appel téléphonique un mardi matin de mars. Le genre d'appel qui change tout. Maman, la voix de Pierre grésillait dans le vieux téléphone. Distante. Formelle. Comme s'il appelait un inconnu. Claire et moi avons discuté. La maison est trop grande pour nous et le petit Thomas. Tu ne devrais plus être seul. J'ai collé le combiné à mon oreille, écoutant les espaces entre ces mots. 37 ans après l'avoir tenu dans mes bras, bébé, j'entendais encore ce qu'il ne disait pas. Tu veux que je vienne vivre avec toi? On pense que ce serait pratique. Tu vieillis. L'escalier de ton appartement, le quartier qui change, pratique. Pas parce que je leur manquais. Pas parce qu'ils voulaient passer ces années ensemble. Pratique. Mais quand on a 73 ans et que son mari est mort depuis 2 ans, quand sa propre ombre est trop pesante, pratique sonne comme le salut. J'y réfléchirai, lui ai-je dit. Mais nous savions tous les deux que j'avais déjà pris ma décision. 3 semaines plus tard, je me tenais devant leur maison, dans la banlieue lyonnaise, avec 2 valises et une vie entière à espérer que les choses seraient enfin différentes. La maison était magnifique, des murs en pierre couleur crème, des volets bleus, un jardin que Claire entretenait avec la même précision qu'elle mettait à tout le reste. Propre. Maîtrisé. Parfait. Thomas ouvrit la porte avant que je puisse frapper. 8 ans, avec les yeux noirs de Pierre et quelque chose d'autre, une douceur qui ne venait d'aucun de ses parents. Grand-mère. Il me serra la taille comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Peut-être l'avait-il fait. Claire apparut derrière lui, son sourire éclatant et vif comme du verre neuf. Marguerite. Bienvenue à la maison. À la maison. Le mot lui semblait étrange. Comme si elle pratiquait une langue qu'elle ne parlerait jamais couramment. Pierre émergea des profondeurs de la maison, s'essuyant les mains sur un torchon. Quand mon fils est-il devenu un homme à essuyer la vaisselle? Quand est-il devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine? Tu as fait du bon travail, dit-il sans vraiment me regarder dans les yeux. La circulation était agréable. Nous étions là, 3 adultes et un enfant, noyés dans le silence entre ce que nous disions et ce que nous voulions dire. Thomas était le seul à paraître à l'aise, toujours collé contre moi comme s'il avait peur que je disparaisse. Laisse-moi te montrer ta chambre, dit Claire d'une voix mielleuse et faussement chaleureuse. La chambre était petite. Plus petite que ma salle de bain à la maison. Un lit simple plaqué contre le mur, une armoire étroite, une fenêtre donnant sur la clôture du voisin. Propre. Dépouillé. Efficace. Comme une chambre d'hôpital. Ou une cellule. On a vidé les rangements, expliqua Claire en lissant le couvre-lit avec une précision inutile. Les vieux jouets de Thomas, les vêtements d'hiver. On a fait de la place pour tes affaires. On a fait de la place. Comme si j'étais un inconvénient pour lequel ils avaient trouvé une place. Comme si toute ma vie pouvait tenir dans les coins qu'ils n'utilisaient pas. C'est parfait, mentis-je. Elle sourit de nouveau de ce sourire de verre. Le dîner est à 7 heures. On mange en famille tous les soirs. Tant mieux pour Thomas, tu sais? La routine. La famille. Ce mot flottait encore, bizarrement, entre nous. Ce premier dîner aurait dû être une fête. 3 générations autour d'une table. Au lieu de cela, on aurait dit un spectacle où tout le monde connaissait son texte sauf moi. Claire avait préparé du pot-au-feu, ma propre recette, celle que je lui avais apprise lors de son premier mariage avec Pierre. Mais, d'une certaine manière, le goût était différent. Plus vide. C'est délicieux, dis-je, car cela me semblait la chose à dire. Je l'ai perfectionné au fil des ans, répondit-elle. J'y ai ajouté ma touche personnelle. Perfectionné? Comme si ma recette avait besoin d'être corrigée. Comme si 30 ans passés à nourrir ma famille n'étaient pas suffisants. Thomas bavardait sur l'école, sur son institutrice, Madame Dubois, sur le chat errant qui vivait derrière la boulangerie. Sa voix emplissait les espaces où aurait dû se tenir une conversation d'adulte. Pierre mangeait en silence, hochant parfois la tête vers son fils, sans jamais vraiment l'écouter. Claire répondait à Thomas avec l'attention distraite de quelqu'un qui joue la maternité plutôt que de la ressentir. Je les observais et me demandais quand les familles cessaient de se parler.
Quand l'amour devenait quelque chose qu'on planifiait entre 7 et 8 heures. Grand-mère, veux-tu voir ma chambre après le dîner? Demanda Thomas, les yeux brillants d'espoir. Thomas, grand-mère est fatiguée par son voyage, interrompit Claire avant que je puisse répondre. Peut-être demain. Fatiguée. Je n'étais pas fatiguée. J'avais 73 ans, pas 93. Mais Claire avait déjà deviné ce que je ressentais. Bien sûr, dis-je. Demain. Le visage de Thomas se décomposa un instant avant qu'il ne le comprenne et ne sourit à nouveau. Même à 8 heures, il apprenait à ravaler sa déception. Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit de la petite chambre, j'écoutais les bruits d'une maison qui n'était pas la mienne. Des pas au-dessus de ma tête. L'eau courante. Des voix étouffées discutant de choses qui ne me concernaient pas. Je repensais à mon appartement en ville. Exigu et démodé, mais à moi. Rempli de 40 ans de souvenirs, de photos sur chaque surface, de meubles qui connaissaient la forme de mon corps. Ici, tout était neuf, propre, impersonnel. Ici, j'étais la seule chose qui n'avait rien à faire. Mais Thomas m'avait serré dans ses bras comme s'il m'avait attendu toute sa vie. Peut-être que ça suffirait. Ça a commencé doucement. Comme toujours. Petit déjeuner le lendemain matin, Claire et Pierre à table avec du café et des croissants frais de la boulangerie du coin. Thomas avec son bol de céréales au chocolat, discutant d'une sortie scolaire au musée d'histoire naturelle. Bonjour, dis-je en prenant la chaise vide. Bonjour, Marguerite, sourit Claire. Le café est dans la cafetière. Il y a du pain si tu en veux. Du pain. Pas des croissants. Du pain de la veille pendant que les autres mangeaient des viennoiseries. Petite différence. Sans doute sans importance. Sauf que ce n'en était pas une. J'ai versé du café d'une cafetière presque vide. Tiède. Amer. Fait il y a des heures. Bien dormi? Demanda Pierre sans lever les yeux de son journal. Comme un bébé. Encore un mensonge. On les ramassait déjà. À la fin de la première semaine, j'avais compris les règles. Personne ne me les avait expliquées. Mais les règles familiales ne sont pas écrites. Elles s'apprennent par 1000 petites corrections. Les repas avaient lieu à des heures précises. En retard, on mangeait ce qui restait. Ou on ne mangeait pas du tout. Les conversations avaient des sujets acceptables. La météo. L'école de Thomas. Le travail de Pierre. Tout autre sujet était accueilli par un silence poli ou des changements de sujet rapides. La télévision avait un volume unique assez fort pour Pierre et Claire, trop fort pour moi. Mais demander de baisser le volume était quelque peu inapproprié. Une imposition. Mes affaires étaient des invités. Elles devaient être rangées, invisibles. J'étais une invitée aussi. Dans la maison de mon fils. Dans ce qui était censé être ma maison. Grand-mère, tu veux m'aider à faire mes devoirs? Demanda Thomas un après-midi, me trouvant dans le jardin où j'essayais de me rendre utile en arrachant les mauvaises herbes. Son sac à dos était couvert de boue, son uniforme scolaire froissé par une journée à 8 ans. Il ressemblait à Pierre à cet âge-là, tout en énergie, curiosité et espoir. Quelle matière? Les maths. Les fractions. C'est stupide. J'ai ri malgré tout. Les fractions ne sont pas stupides. C'est juste, compliqué. Nous étions assis à la table de la cuisine, son cahier étalé entre nous, travaillant sur des problèmes de division de tartes et de partage de chocolat. Il s'appuyait contre mon bras pendant qu'il écrivait, ferme, chaleureux et confiant. C'était ce que j'avais imaginé quand Pierre a appelé. Cette intimité silencieuse. Cette importance. Thomas. La voix de Claire a tranché notre concentration comme un vent froid. Tu sais que les devoirs sont un moment en famille. Papa aide aux devoirs. Mais grand-mère aussi, c'est de la famille, dit Thomas, confus. Le sourire de Claire ne s'est jamais démenti. Bien sûr qu'elle l'est, chérie. Mais papa a un système. On ne veut pas te perturber avec des méthodes différentes. Des méthodes différentes. Comme si les maths avaient changé depuis que j'ai appris à Pierre les mêmes fractions il y a 25 ans. C'est bon, dis-je en fermant le cahier de Thomas. Ta maman a raison. Papa devrait t'aider. Thomas nous regarda, sentant quelque chose qu'il était trop jeune pour nommer. Mais, pas de « mais », dit Claire d'une voix claire et définitive. Va te laver pour le dîner. Il rassembla ses livres lentement, à contre-cœur. Sur le seuil, il se retourna. Peut-être qu'on pourra faire autre chose demain, grand-mère, dis-je. Mais nous savions tous les deux qu'il n'y aurait pas de lendemain pour ça. Claire s'en était assurée. Les portions diminuèrent. Pas de façon spectaculaire. Juste, moi. On essaie tous d'être plus soucieux de notre santé, expliqua Claire en me servant la moitié du poulet que les autres avaient mangé. À notre âge, on n'a pas besoin d'autant de nourriture. Notre âge. Comme si elle et moi étions du même âge. Comme si 73 et 32 ans, c'était la même chose.
Je déplaçais la nourriture dans mon assiette et essayais de me souvenir du moment où j'étais devenu quelqu'un qui avait besoin d'être dirigé. Thomas le remarqua. Les enfants le remarquent toujours. Grand-mère, tu peux en prendre un peu de la mienne, murmura-t-il en rapprochant son assiette de moi. Mange ton dîner, Thomas, dit Claire sèchement. Grand-mère en a beaucoup. Beaucoup. Je baissai les yeux sur ma petite portion, sur les espaces vides dans mon assiette, et me demandai ce que signifiait l'abondance dans cette maison. Au bout de 2 mois, j'avais appris à être invisible. À me faufiler dans la maison comme un fantôme. À ne rien vouloir, à ne rien avoir besoin, à n'être rien qui puisse déranger qui que ce soit. Je me levai tôt, avant que la famille ne se réveille. Préparai mon café moi-même avec du marc déjà utilisé. M'assis dans le jardin, je regardais le soleil se lever sur un quartier qui ne serait jamais le mien. Pendant la journée, pendant que Pierre travaillait et que Thomas allait à l'école, j'essayais d'aider. Nettoyer les salles de bain déjà impeccables. Plier le linge que Claire replierait correctement plus tard. Prépara des légumes pour le dîner qu'elle referait, différemment. Tu n'es pas obligé de faire ça, disait-elle en me retirant le couteau des mains. J'ai ma façon de faire. Sa façon de faire. Toujours meilleure que le mien. Toujours juste. Le carnet est né par accident. Je l'avais trouvé dans un tiroir de ma chambre, vestige de l'époque où cet espace était réservé au rangement. Petit, relié en cuir, la moitié des pages étaient encore vierges. Ce premier soir, j'ai écrit simplement. Jour 32. Café. Observation des oiseaux. Thomas m'a souri par-dessus la table du petit déjeuner. Petite chose. Vraie chose. Des choses qui prouvaient que j'existais encore. Écrire, c'était comme respirer après avoir retenu mon souffle pendant des semaines. Comme retrouver ma voix après qu'on me l'ait volée. Jour 35e. Claire a jeté la soupe que j'avais préparée. Elle a dit qu'elle était trop salée. Pierre n'a rien dit. Thomas en a redemandé, mais on lui a répondu qu'il n'y en avait pas assez. Jour 41. Je me suis endormi dans le salon en regardant la télévision. Je me suis réveillé et j'ai découvert qu'ils étaient allés au cinéma sans moi. Thomas m'a laissé un dessin sous ma porte, une photo de nous tenant la main. Le carnet est devenu mon confesseur. Mon témoin. Ma preuve que ce qui se passait était réel. Thomas a trouvé le carnet un mardi de juin. Je m'étais endormi dans le jardin, le carnet en cuir ouvert sur mes genoux, un stylo toujours à la main. Il n'avait pas l'intention de le lire. Du moins, pas au début. Mais les enfants de 8 ans sont des créatures curieuses, et la vue de son nom écrit avec soin par mon écriture était trop tentante pour être ignorée. Quand je me suis réveillé, il était assis à côté de moi, le carnet fermé dans ses petites mains, des larmes coulant sur ses joues. « Grand-mère, murmura-t-il. Pourquoi es-tu triste dans ton livre? Comment explique-t-on la cruauté à un enfant? Comment dire à quelqu'un d'aussi jeune que les gens censés t'aimer peuvent choisir de ne pas l'aimer? Je ne suis pas triste, ai-je menti. Je me souviens juste. Mais tu as écrit que maman a jeté ta soupe. Tu as écrit que tu as parfois faim. Faim. Un mot si simple. Mais dans sa bouche, ça sonnait comme la pire chose au monde. Thomas, pourquoi ne t'aime-il pas? Sa voix était faible, confuse. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Et voilà. La question que j'avais peur de me poser. Prononcée par un enfant qui voyait tout et ne comprenait rien, et qui, d'une certaine manière, comprenait tout. C'est compliqué, mon petit. Non, ce n'est pas ça. Il secoua la tête, soudain féroce. C'est méchant. Ils sont méchants avec toi, et ce n'est pas compliqué. C'est juste mal. De la bouche des enfants. Ce soir-là, Thomas est apparu à ma porte après que tout le monde soit allé se coucher. Il portait un sac en papier et avait ce regard déterminé que les enfants ont quand ils ont décidé de réparer le monde. « Je t'ai apporté à manger, murmura-t-il en me montrant le sac. Des biscuits de mon déjeuner. Une pomme de la cuisine. Et il en sortit un sandwich légèrement écrasé. Je l'ai fait moi-même. Du beurre de cacahuète et de la confiture. Ton préféré. Mon préféré. Il se souvenait. Ce garçon de 8 ans se souvenait de détails sur moi que mon propre fils avait oubliés. Thomas, tu n'as pas besoin de... Si, je le fais. Il grimpa sur mon lit étroit, s'installant à côté de moi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. S'ils ne prennent pas soin de toi, je le ferai. S'ils ne prennent pas soin de toi, je le ferai. Des mots qui auraient dû venir d'adultes. De mon fils. Au lieu de cela, elle venait d'un enfant qui m'arrivait à peine à l'épaule. Nous avons mangé le sandwich ensemble dans l'obscurité, le partageant bouchée par bouchée. C'était le meilleur repas que j'avais pris depuis des mois. Grand-mère, dit doucement Thomas, puis-je te confier un secret? Bien sûr. Parfois, je fais comme si tu étais ma vraie grand-mère. Genre, la seule qui compte.
Comme si tu m'avais choisi spécialement. Oh, mon petit chéri. Je l'ai serré dans mes bras, ce petit être farouche qui s'était autoproclamé mon protecteur. Tu es spécial. Tu es la chose la plus spéciale de toute cette maison. Nous étions assis dans l'obscurité, l'un contre l'autre, deux âmes qui s'étaient trouvées dans un endroit qui refusait qu'aucun de nous n'existe pleinement. Après cela, Thomas est devenu mon allié secret. Ma petite rébellion. Il me faisait passer de la nourriture en contrebande comme un petit résistant. Des crackers du garde-manger. Des fruits de sa boîte à lunch. Parfois des sandwichs entiers qu'il avait gardés du dîner. Mange vite ça, murmurait-il en me mettant quelque chose dans les mains. Avant que maman n'arrive. Il m'a dessiné des images, pas des dessins typiques d'un enfant, mais des dessins soignés et détaillés qui racontaient des histoires. Des photos de nous ensemble. Des photos de moi souriant. Des photos de nous dans d'autres lieux, d'autres mondes où nous étions en sécurité. Il glissa ces dessins dans mon carnet comme des lettres d'amour. Comme des promesses. Chacun disait la même chose. Tu comptes. Tu existes. Tu es aimé. Thomas, tu dois arrêter de passer autant de temps avec grand-mère, dit Claire un soir au dîner. Elle devient dépendante de toi. Dépendante. Comme si l'amour était une dépendance. Comme si vouloir passer du temps avec quelqu'un était une faiblesse. Mais j'aime passer du temps avec grand-mère, dit Thomas d'une voix faible mais têtue. Je sais que tu aimes, chérie. Mais grand-mère doit apprendre et s'adapter. À être plus indépendante. Indépendante. Le mot qui signifiait abandonner. Le mot qui signifiait seul. Pierre acquiesça d'un signe de tête sans lever les yeux de son assiette. Quand mon fils était-il devenu quelqu'un qui hochait la tête devant la cruauté? Ne pouvons-nous pas tous passer du temps ensemble? Demanda Thomas. Genre, tous. Le silence s'étendit comme un gouffre. La fourchette de Claire tinta dans son assiette. Pierre s'éclaircit la gorge mais ne dit rien. Nous passons du temps ensemble, dit finalement Claire. Là, tout de suite. Au dîner. Mais Thomas avait 8 ans, pas stupide. Il sentait la différence entre être dans la même pièce et être ensemble. Il sentait les murs qu'ils avaient construits autour de moi, invisibles mais imperméables. Ce soir-là, il est revenu dans ma chambre. Cette fois, il avait apporté son propre oreiller. Je dors ici ce soir, annonça-t-il. Thomas, tu ne peux pas. Tes parents, je m'en fiche. Il plaça son oreiller à côté du mien avec la détermination de quelqu'un qui avait réfléchi. Tu es triste, et quand on est triste, on ne devrait pas dormir seul. Quand on est triste, on ne devrait pas dormir seul. Sagesse d'un enfant de 8 ans. Une compassion que les adultes avaient oubliée. Nous étions allongés ensemble dans le lit étroit, partageant chaleur, histoire murmurée et le réconfort de ne pas être seuls. Au matin, Claire nous a trouvés là. Cela ne peut pas continuer. La voix de Claire fendit l'air matinal comme une lame de rasoir. Thomas avait été envoyé jouer dehors, Pierre était parti travailler, et nous étions seuls dans la cuisine pour ce qui semblait être la première fois depuis mon arrivée. Je suis désolé? Cet attachement. Entre toi et Thomas. Ce n'est pas sain. Pas sain. L'amour n'était pas sain. La connexion n'était pas saine. Être vu n'était pas sain. Thomas est mon petit-fils. Bien sûr que nous sommes proches. Trop proches. La voix de Claire était d'acier enveloppé de soie. Il a 8 ans. Il ne devrait pas s'inquiéter de savoir si sa grand-mère mange suffisamment ou dort bien. Les enfants ne devraient pas porter les fardeaux des adultes. Les fardeaux des adultes. Comme si ma solitude était un poids trop lourd pour un enfant. Comme si l'amour avait jamais été un fardeau. Je ne lui ai jamais demandé de s'inquiéter pour moi. Pas vrai? Elle s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Lui montrer ton petit carnet? Tes histoires tristes? Le laisser croire qu'il doit prendre soin de toi? Mon sang se glaça. Elle savait pour le carnet. Elle avait observé, écouté, répertorié mes moments de vérité. Ce carnet est privé. Rien n'est privé dans cette maison, Marguerite. C'est ma maison. Ma famille. Mon fils. Mon fils. Comme si Thomas n'appartenait qu'à elle. Comme si l'amour était une possession. Thomas a choisi de se soucier de moi. Les enfants savent quand quelqu'un souffre. Exactement. Son sourire était vif comme l'hiver. Et c'est ça qui doit cesser. Thomas est sensible. Trop sensible. Il n'a pas besoin de te voir comme une figure tragique qui a besoin d'être sauvée. Une figure tragique. Est-ce ce que je deviendrai? Un personnage d'une histoire triste au lieu d'une personne qui veut simplement être aimée? Que dis-tu? Je dis que tu dois prendre de la distance. Pour Thomas. Arrête d'encourager son attachement. Arrête de le rendre responsable de ton bonheur. Responsable de ton bonheur. Comme si la joie partagée avec un enfant était une manipulation. Comme si l'amour donné librement était en quelque sorte un vol. Et si je ne le fais pas?
Le sourire de Claire se glaça. Alors, il nous faudra reconsidérer entièrement cet arrangement. La menace planait entre nous. Claire comme le jour. Cruelle comme l'hiver. Rester invisible, rester mal aimé, rester silencieux, ou partir. Je comprends, dis-je. Mais ce que j'ai compris, c'est que mon fils avait épousé quelqu'un qui pouvait instrumentaliser l'amour d'un enfant. Quelqu'un qui considérait la gentillesse comme une compétition. Quelqu'un qui préférait briser un lien plutôt que de le partager. Cet après-midi-là, quand Thomas m'a retrouvé dans le jardin, j'ai dû nous briser le cœur à tous les deux. Grand-mère, tu veux m'aider à construire un fort? Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mon petit. Oh! Son visage s'est assombri. Demain? On verra. On verra. La phrase d'adulte qui signifie toujours non. Il s'attarda, sentant quelque chose de différent. Quelque chose n'allait pas. Es-tu en colère contre moi? Non, chérie. Jamais. Alors pourquoi as-tu l'air triste? Parce que ta mère a décidé que l'amour était dangereux. Parce que se soucier de quelqu'un est désormais interdit. Parce que je dois choisir entre t'avoir dans ma vie ou rester dans la tienne. Juste fatigué, répétai-je. Il hocha la tête, mais son regard était confus. Blessé. Ce soir-là, on ne frappa pas à ma porte. Pas de secrets murmurés ni de sandwichs partagés. Juste le silence et le son de mon propre cœur brisé. Le carnet redevint mon seul compagnon. Jour 93. Thomas demanda de l'aide pour la vaisselle. Je lui dis que je pouvais me débrouiller seul. Son regard me entra. Jour 97. J'ai trouvé un de ses dessins sous ma porte. Une photo de moi en larmes. Il voit tout. Jour 104. Thomas ne demanda plus à passer du temps avec moi. Mission accomplie, Claire. Distance. C'est ce que Claire avait voulu. C'est ce qu'elle avait obtenu. Mais la distance avec la seule personne dans cette maison qui m'aimait était comme une noyade. Lent, suffocant et impossible à combattre. Ma santé commença à décliner. Rien de dramatique. Juste la lente érosion qui survient quand l'espoir meurt. Je mangeais moins. Non pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture, mais parce qu'être assise à cette table, à sentir l'espace soigneusement entretenu autour de moi, me coupait l'appétit. Je dormais plus. Non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que les rêves étaient le seul endroit où je pouvais aller, où Thomas grimpait encore sur mes genoux et m'appelait grand-mère comme si cela signifiait quelque chose. Je parlais moins. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que les mots me semblaient inutiles dans une maison où personne ne voulait les entendre. Tu n'as pas l'air en forme, dit Pierre un matin, sa voix portant l'inquiétude lointaine de quelqu'un qui avait appris à se soucier des autres à distance. Je ne suis pas en forme. Comme si ma tristesse était saisonnière. Comme si la solitude était quelque chose qui passerait avec la prochaine tempête. Je vieillis, dis-je. Encore un mensonge. Le 100e mensonge. Le mensonge qui laissait tout le monde prétendre que c'était naturel, inévitable, que personne n'était responsable. Thomas me regardait disparaître. 8 ans, et il voyait ce que les adultes refusaient de reconnaître. Un jour, il a craqué. « Pourquoi ne me parles-tu plus » demanda-t-il en me coinçant dans la buanderie où je pliais des serviettes avec une précision mécanique. « On se parle, Thomas ?» ?»« Non, on ne se parle pas. On se dit « bonjour » et « bonne nuit » et c'est tout. Tu me racontais des histoires. Tu m'aidais à faire mes devoirs. Sa voix se brisa. Tu m'aimais. Tu m'aimais. L'accusation me frappa comme un coup dur. Thomas, je t'aimerai toujours. Alors pourquoi tu as arrêté de le montrer? Comment expliquer à un enfant que montrer de l'amour était devenu dangereux? Que se soucier de lui était utilisé comme une arme contre nous deux? Que parfois, aimer quelqu'un signifie faire semblant de ne pas l'aimer? C'est compliqué. Tu dis toujours ça. Des larmes coulaient sur son visage. Mais je ne suis pas stupide. Maman t'a dit de rester loin de moi, n'est-ce pas? Cet enfant brillant et déchirant qui a percé à jour tous les mensonges des adultes. Thomas, elle l'a fait. Je sais qu'elle l'a fait. Parce que c'est ce qu'elle fait. Elle établit des règles sur qui peut aimer qui, combien et quand. De la bouche des enfants. La vérité est si pure qu'elle coupe comme du verre. Elle pense que c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Sa voix s'éleva, désespérée. Pas pour moi. Pas pour toi. Mieux pour elle, peut-être, parce qu'elle n'a rien à partager. Rien à partager. Oui. C'était exactement ça. Claire ne supportait pas de partager l'amour de Thomas, son attention, son cœur. Elle avait besoin de tout assumer. Je suis désolé, murmurai-je. Ne sois pas désolé. Il s'essuya le nez sur sa manche, redevenu féroce. Sois en colère. Sois en colère comme je le suis. En colère. J'avais oublié que j'avais le droit d'être en colère. J'avais été tellement occupé à essayer d'être reconnaissant, à essayer d'être petit,
à essayer d'être facile, que j'avais oublié que la colère était une option. Tu as raison, dis-je. Je suis en colère. Bien. Il redressa les épaules comme un petit soldat. Parce que j'ai un plan. Le plan de Thomas était simple et subversif. Si nous ne pouvions pas être ensemble ouvertement, nous le serions en secret. Si l'amour devait être caché, nous le cacherions si bien que personne ne pourrait le trouver pour le détruire. Il a commencé à me laisser des messages codés. Des dessins glissés sous ma porte sans explication. Des fleurs du jardin disposées selon des motifs précis sur le rebord de ma fenêtre. Des livres de bibliothèque laissés accidentellement à des endroits où je serais la seule à les trouver. Chaque message disait la même chose. Je te vois. Je t'aime. Tu n'es pas seul. J'ai appris à lire ces signaux. Un coup particulier signifiait qu'il m'avait laissé à manger. Une disposition particulière de ses jouets signifiait qu'il voulait se retrouver dans le jardin après le dîner. Une chanson fredonnée dans le couloir signifiait qu'il pensait à moi. Nous avons développé notre propre langage de résistance. L'amour codé. L'affection chiffrée. Le carnet est devenu notre système de communication secret. Je lui écrivais des lettres déguisées en entrée de journal, puis je laissais le carnet là où il pouvait le trouver. Cher Thomas, jour 115, le garçon qui vit dans cette maison est plus courageux qu'il ne le pense. Il me rappelle que l'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un l'interdit. Il me rappelle que les cœurs ne suivent pas de règles. Il répondait en dessinant dans les marges. Photo de nous ensemble. Photo de nous ailleurs. Photo de nous libres. Chère grand-mère, je nous ai dessinés en Afrique avec les éléphants. Un jour, nous irons là-bas et personne ne pourra dicter qui nous aimerons. L'Afrique avec les éléphants. Le rêve d'évasion d'un enfant. La promesse d'un endroit où nous pourrions nous aimer ouvertement. Claire remarqua le changement de comportement de Thomas. Pas la rébellion secrète, nous étions trop prudents pour cela. Mais sa défiance croissante pour les petites choses. Sa volonté de résister. Thomas, mange tes légumes. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit. Ce n'est pas une raison. C'est juste du pouvoir. Du pouvoir. Où un enfant de 8 ans avait-il appris ce mot dans ce contexte? Les yeux de Claire se plissèrent, cherchant la source de sa nouvelle force de caractère. Mais Thomas avait appris à être prudent. Il réservait sa rébellion aux espaces sûrs. Au moment où les adultes ne regardaient pas. Aux lettres d'amour déguisées en entrée de journal intime. Un soir, elle est allée trop loin. Le dîner avait été particulièrement tendu. Pierre, comme d'habitude, mangeait en silence tandis que Claire gérait chaque conversation, chaque interaction, chaque instant. Thomas était plus silencieux que d'habitude, picorant sa nourriture. « Thomas, tu dois manger plus, » dit Claire. « Tu maigris trop. » Il leva les yeux de son assiette à peine touchée. « Grand-mère aussi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une grenade dégoupillée. La fourchette de Claire s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Que as-tu dit? » Grand-mère maigrit aussi. Plus mince que moi. La voix de Thomas était faible mais assurée. 8 ans et privilégier la vérité à la sécurité. Grand-mère mange beaucoup, dit Claire d'une voix tendue, comme un avertissement. Non, ce n'est pas le cas. Thomas soutint son regard sans sourciller. Ses portions sont plus petites que celles des autres. Et parfois, il n'y a plus rien à manger quand elle arrive à la cuisine. Silence. Le genre qui vous serre les oreilles. Le genre qui rend la respiration difficile. Pierre parut mal à l'aise mais ne dit rien. Parce que parler l'obligerait à choisir son camp. Il avait fait son choix depuis longtemps. Thomas, la voix de Claire était dangereusement basse. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais. Il leva le menton en signe de défi. J'ai des yeux. Je vois. Ce que tu vois, dit Claire en se levant lentement, c'est une grand-mère qui a perdu l'appétit avec l'âge. Ce que tu vois, ce sont les changements normaux qui arrivent aux personnes âgées. Les personnes âgées. Comme si je n'étais pas assis là. Comme si j'étais une maladie plutôt qu'une personne. Elle n'est pas si vieille, protesta Thomas. Et elle n'est pas malade. Elle est triste. Triste? Le mot qui désignait tout. La vérité que Claire avait passé des mois à essayer de cacher. Thomas, va dans ta chambre. Mais, maintenant. Il me regarda par-dessus la table, ses yeux posant une question à laquelle je ne pouvais répondre. S'excusant d'avoir été renvoyé. Promettant que ce n'était pas fini. C'est bon, murmurai-je. Mais ce n'était pas bien. Rien n'allait. Après le départ de Thomas, la cuisine est tombée dans un silence si complet que j'entendais mon propre cœur battre. C'est exactement ce dont je parlais, a finalement dit Claire. Il est obsédé par tes problèmes. C'est malsain. Malsain. Encore ce mot. Le mot qu'elle utilisait pour pathologiser l'amour. Il est observateur, ai-je dit doucement. Les enfants remarquent des choses. Les enfants remarquent ce que les adultes leur apprennent à remarquer.
Sa voix était froide comme la pluie d'hiver. Et tu lui as appris à voir des problèmes là où il n'y en a pas. Des problèmes là où il n'y en a pas. Comme si mon isolement était imaginaire. Comme si ma faim était une hallucination. Comme si la façon dont ils évitaient de me voir était une invention de ma part. Je n'ai jamais rien dit à Thomas à ce sujet. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Ton comportement en dit long. Les regards tristes. Les soupirs lourds. La façon dont tu picores ta nourriture comme si on essayait de t'empoisonner. Poison. Choix de mots intéressants. Je devrais peut-être retourner à mon appartement. Ne dramatise pas, Marguerite. C'est ta maison maintenant. Nous sommes ta famille. Mais les familles ont des limites. Les familles ont des règles. Et notre règle est que les garçons de 8 ans n'ont pas à se soucier des problèmes d'adultes. Problème d'adulte. Être seul était un problème d'adulte. Être invisible était un problème d'adulte. Être lentement effacé était un problème d'adulte. Je comprends, dis-je. Mais ce que j'ai compris, c'est que Thomas venait de déclarer la guerre. Et Claire était sur le point de s'assurer qu'il perde. Ils ont mis Thomas en thérapie. Une thérapie préventive, comme Claire l'appelait. Pour l'aider à gérer les problèmes d'adaptation de sa grand-mère. Problème d'adaptation. Ma solitude était devenue le problème psychologique de Thomas. Ma tristesse était devenue sa pathologie. Tous les mardis à 16 heures, Thomas était conduit chez une psychologue pour enfants du centre-ville. Le docteur Moreau, une femme douce au regard bienveillant, spécialisée dans l'aide aux enfants face aux transitions familiales. Que lui dire? J'ai demandé à Thomas un soir où il m'a trouvé dans le jardin, en train de m'occuper de plantes qui n'en avaient pas besoin. La vérité, il a dit simplement. Que tu es triste et que personne ne s'en soucie sauf moi. La vérité. Bien sûr. Les enfants n'ont pas encore compris que la vérité est dangereuse. Que dit-elle? Elle dit que les familles sont compliquées. Elle dit que parfois les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Même le thérapeute lui apprenait que ma douleur n'était pas de sa responsabilité. Que trop se soucier des autres était quelque chose à guérir. Peut-être a-t-elle raison, ai-je dit. Non. Sa voix était féroce. Elle n'habite pas ici. Elle ne te voit pas au dîner manger le moindre morceau de poulet. Elle ne voit pas maman jeter la nourriture que tu as cuisinée. Elle ne voit pas papa faire comme si tu n'étais même pas là. Il voit tout. Cet enfant voit tout, se souvient de tout et porte tout. Thomas, tu ne devrais pas avoir à penser à ces choses-là. Pourquoi pas? Demanda-t-il. Pourquoi ne devrais-je pas penser à quelqu'un que j'aime et qui est maltraité? Pourquoi est-ce mal? Pourquoi est-ce mal? La question qui touchait au cœur de tout. Pourquoi l'amour était-il mal? Pourquoi le témoignage était-il mal? Pourquoi était-ce mal de se soucier des autres? Parce que tu as 8 ans, dis-je faiblement. Et alors? Avoir 8 ans ne me rend pas aveugle. Non. Ce n'est pas le cas. Au contraire, cela te permet d'y voir plus clair. Parce que tu n'as pas encore appris que certaines vérités sont trop dangereuses pour être reconnues. Le docteur Moreau a demandé une consultation familiale. Pour mieux comprendre les inquiétudes de Thomas et aider la famille à développer des habitudes de communication saines. La façon thérapeutique de dire « Arrêtez de vous mentir ». Claire était furieuse. C'est exactement ce que je craignais, siffla-t-elle à Pierre dans la cuisine, ignorant que je l'écoutais depuis le couloir. Maintenant, on doit s'asseoir dans un bureau et faire semblant d'avoir un problème. Faire semblant d'avoir un problème. Comme si les problèmes n'existaient que lorsque les professionnels les reconnaissaient. Peut-être qu'il serait bon que nous parlions, dit Pierre doucement. Parler de quoi? De la fixation malsaine de Thomas sur sa grand-mère? De la façon dont Marguerite encourage sa dépendance? Dépendance. Ce mot qui faisait sonner l'amour comme une faiblesse. Ça donnait l'impression que se soucier de quelqu'un était une maladie. Elle n'encourage rien, dit Pierre, et pendant un instant, j'ai cru que mon fils allait me défendre. Elle ne lui parle presque plus. Elle ne lui parle presque plus. Oui. Parce que tu as laissé ta femme en faire une règle. C'est exactement ce que je voulais dire, rétorqua Claire. Elle est renfermée et dramatique, et Thomas pense que c'est son rôle de la soigner. Ce n'est pas sain pour un enfant. Dramatique. Vouloir exister était dramatique. L'absence de connexion était dramatique. Faire le deuil de sa famille tout en vivant encore chez eux était dramatique. Très bien, dit Pierre. On ira à la séance. Mais ça s'arrêtera après. Thomas doit apprendre à poser des limites. Les limites. Le mot qui a érigé des murs entre des gens qui s'aimaient. La séance familiale était prévue pour le jeudi suivant. Le cabinet du docteur Moreau était chaleureux et confortable, baigné d'une lumière tamisée, de plantes et d'un mobilier invitant à l'honnêteté. Nous étions assis en formation prudente,
Claire et Pierre sur le canapé, Thomas dans un petit fauteuil à côté d'eux, moi dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce. Même notre disposition des sièges en disait long. Ensemble. Moi à part. Thomas a exprimé des inquiétudes concernant la dynamique familiale, commença doucement le docteur Moreau. Il semble penser que sa grand-mère est malheureuse et que la famille ne s'en occupe pas. Malheureux. Un mot si simple pour une catastrophe si complexe. Thomas est très sensible, dit Claire d'une voix chaleureuse et maternelle. Peut-être trop sensible. Il a toujours été du genre à s'inquiéter pour les autres, parfois de manière inappropriée. S'inquiéter pour moi était inapproprié. Pouvez-vous m'en dire plus? Demanda le docteur Moreau. Il a développé cette fixation sur l'adaptation de Marguerite à la vie avec nous. Il pense qu'elle ne mange pas assez, qu'elle ne dort pas bien, qu'elle n'est pas heureuse. Mais ce sont des problèmes normaux chez les personnes âgées qui s'adaptent à de nouvelles conditions de vie. Les personnes âgées. J'étais de nouveau réduite à une catégorie. Un groupe démographique. Un problème à gérer. Thomas, le docteur Moreau se tourna vers lui. Pouvez-vous me parler de vos inquiétudes? Thomas me regarda, puis ses parents, puis de nouveau le docteur Moreau. 8 ans et déjà, j'apprends que la vérité est compliquée. Grand-mère est triste, dit-il doucement. Elle souriait plus. Elle mangeait plus. Elle était plus. De la bouche d'un enfant, le diagnostic le plus précis qu'on ait jamais posé. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est triste? Demanda le docteur Moreau. Thomas me jeta un nouveau coup d'œil. Je le voyais calculer, essayer de déterminer quelle part de vérité était sûre. Elle pleure parfois. Quand elle pense que personne ne la regarde. Le silence se fit dans la pièce. Parce que pleurer était une preuve. Pleurer était plus difficile à expliquer. Marguerite, dit doucement le docteur Moreau, Thomas s'inquiète pour vous. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce que vous ressentez face à cette transition? Tous les regards sont rivés sur moi. Le moment que je redoutais et que j'attendais avec impatience à parts égales. L'occasion de dire ma vérité devant témoin. Ça a été un ajustement, dis-je prudemment. De quelle manière? J'ai regardé Thomas, son visage plein d'espoir, sa conviction, à 8 ans, que les adultes pouvaient arranger les choses en parlant. J'ai regardé Claire, l'expression soigneusement contrôlée, mais son regard lançait des avertissements clairs. J'ai regardé Pierre, mon fils, qui refusait de croiser mon regard. Vivre à nouveau en famille après avoir été indépendant si longtemps, il faut du temps pour trouver sa place. Mots de sécurité. Mots de prudence. Mots qui ne disent rien mais qui disent tout. Thomas semble penser que tu ne trouves pas ta place. Que tu te sens exclu des activités familiales, des repas de famille, de la vie de famille. Exclu. Le mot flottait dans l'air comme un défi. Les enfants interprètent parfois mal les situations des adultes, dis-je. C'était la réponse qu'ils attendaient. La réponse qui tirait tout le monde d'affaire. La réponse qui faisait de Thomas le problème au lieu de la solution. Mais Thomas n'était pas dupe. Tu es exclu, dit-il soudain en élevant la voix. Au dîner, on te sert en dernier et on te sert les plus petites portions. Quand on regarde des films, personne ne te demande ce que tu veux voir. Quand on parle de projets pour le week-end, personne ne t'inclut. Thomas. Claire l'a prévenu. C'est vrai? Les larmes lui montaient aux yeux. Et quand j'essaie d'inclure grand-mère, tu me dis de ne pas le faire. Tu dis qu'elle doit être indépendante, mais en réalité, tu veux dire qu'elle devrait être invisible. Invisible. Le mot qui a donné son nom à mon existence dans cette maison. Le docteur Moreau s'est penché en avant. Thomas, peux-tu me donner un exemple d'une fois où tu as senti que ta grand-mère était exclue? Thomas m'a regardé, me demandant la permission du regard. J'ai légèrement hoché la tête. Si on devait faire ça, autant dire la vérité. La semaine dernière, maman a fait un gâteau au chocolat pour le dessert. Tout le monde a eu une part sauf grand-mère. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a dit que grand-mère surveillait son sucre. Mais grand-mère adore le gâteau au chocolat. C'est son préféré. Le gâteau au chocolat. Une si petite chose. Un exemple parfait des mille et une façons infimes dont j'étais effacé. Marguerite, dit doucement le docteur Moreau, surveillais-tu ta glycémie? L'heure de vérité. Le choix entre protéger le confort de tous et protéger ma propre dignité. Non, dis-je doucement. Je ne surveillais pas. L'aveu tomba comme une pierre dans l'eau calme, créant des ondulations qui se répandirent aux 4 coins de la pièce. Le visage de Claire s'empourpra. Je pensais, j'ai supposé, tu as supposé, dit Thomas d'une voix plus forte maintenant. Tu supposes toujours des choses sur grand-mère sans lui demander. Thomas, ça suffit, dit finalement Pierre d'une voix lasse. Non, ce n'est pas suffisant, Thomas se leva, les 4 pieds vibrant d'une colère justifiée. Ce n'est pas suffisant parce que personne n'écoute. Personne ne voit.
Grand-mère disparaît et tout le monde fait comme si c'était normal. Disparaître. Oui. C'était exactement ça. Je disparaissais, une petite exclusion à la fois. Docteur Moreau laissa le silence s'éterniser, donnant du poids aux paroles de Thomas. Thomas, dit-elle finalement, on dirait que tu te sens protecteur envers ta grand-mère. Il faut bien que quelqu'un le soit. Il faut bien que quelqu'un le soit. La mise en accusation de tous les adultes présents dans cette pièce. Marguerite, le docteur Moreau se tourna à nouveau vers moi, que penses-tu du côté protecteur de Thomas? Que ai-je ressenti? Reconnaissante que quelqu'un m'ait vu. Déchirée que ce soit une enfant. Terrifiée que son amour pour moi soit pathologisé. Je ne veux pas que Thomas s'inquiète des problèmes d'adultes, dis-je. Mais tu sens qu'il y a des problèmes? La question, je ne pouvais pas l'éviter. La vérité, je ne pouvais pas la nier. Oui, murmurai-je. Il y a des problèmes. La séance s'est terminée par des devoirs. La famille devait travailler sur des stratégies de communication et d'inclusion. Thomas devait pratiquer des limites appropriées face aux préoccupations des adultes. Je devais défendre mes propres besoins plus clairement. Défendre mes propres besoins. Comme si je n'avais pas essayé. Comme si demander une part de gâteau ne suffisait pas. Dans la voiture qui me ramenait à la maison, personne ne parla. Thomas me tenait la main sur la banquette arrière, ses petits doigts enroulés autour des miens comme une bouée de sauvetage. Ce soir-là, Claire est venue dans ma chambre. Ça s'arrête maintenant, dit-elle sans préambule. Qu'est-ce qui s'arrête? Cette performance. Ce numéro de victime. Faire croire à Thomas qu'il doit te sauver. Ce numéro de victime. Ma douleur était une performance. Mon exclusion était du théâtre. Ma disparition était juste un bon jeu d'acteur. Je ne joue rien. N'est-ce pas? Elle s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Les regards tristes au dîner. Les profonds soupirs. La façon dont tu sursautes quand on t'adresse la parole, comme si on t'attaquait. Sursaute quand on t'adresse la parole. Peut-être parce qu'on s'adressait à moi si rarement que ça m'a surprise. Je ne sursaute pas. Toi, si. Et Thomas le voit et pense que nous sommes des monstres. Cela doit cesser. Nous sommes des monstres. Ces mots. Pas les miens. Que attends-tu de moi? Je veux que tu arrêtes de faire culpabiliser Thomas d'avoir eu une enfance normale. Je veux que tu arrêtes de le rendre responsable de ton bonheur. Je veux que tu t'adaptes à cette famille ou que tu prennes d'autres dispositions. D'autres dispositions. La menace était de retour. Plus clair cette fois. Où irais-je? Ce n'est pas mon problème. Mais Thomas est mon fils, et je ne te laisserai pas le blesser avec ton besoin. Besoin. Vouloir une connexion était un besoin. Manquer d'amour était un besoin. Être humain était un besoin. J'aime Thomas. Alors arrête de le blesser. Arrête de le forcer à choisir entre ses parents et sa grand-mère. Arrête de lui donner l'impression qu'il doit te réparer. Me réparer. Comme si j'étais brisé. Comme si l'amour était une réparation. Je ne lui ai jamais demandé de réparer quoi que ce soit. Tu n'avais pas besoin de demander. Les enfants se sentent responsables des adultes qu'ils aiment. Et tu as fait en sorte qu'ils se sentent responsables de toi. Responsable de toi. L'accusation qui a fait passer l'amour pour de la manipulation. Qui a fait passer la compassion d'un enfant pour un fardeau. Thomas choisit de se soucier de moi. Thomas a 8 ans. Les enfants de 8 ans ne choisissent pas. Ils réagissent. Et ils réagissent à ce que les adultes dans leur vie leur montrent. Leur montrer. Que avais-je montré à Thomas? Solitude. Tristesse. Besoin. Mais aussi résilience. Survie. La possibilité que quelqu'un puisse l'aimer inconditionnellement. Je lui montre de l'amour. Tu lui montres de l'obligation. Tu lui montres de la culpabilité. Tu lui montres qu'aimer quelqu'un signifie se sacrifier pour lui. Un sacrifice. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que Thomas apprenait qu'aimer, c'était porter la douleur d'autrui. Peut-être que je lui apprenais à être responsable des choses qui échappaient à son contrôle. Peut-être que je faisais du mal à la personne que j'aimais le plus. Que veux-tu que je fasse? Que je sois une grand-mère normale. Agréable. Peu exigeante. Reconnaissante. Reconnaissante. Pour les bribes. Pour l'invisibilité. Pour le privilège d'exister en marge de ma propre famille. Et si je n'y arrive pas? Son sourire était froid comme la pluie de janvier. Alors nous t'aiderons à trouver un endroit où tu pourras. Ce soir-là, je me suis assise avec mon carnet et j'ai écrit l'entrée la plus difficile à ce jour. Jour 131, peut-être que Claire a raison. Peut-être que je blesse Thomas en le laissant voir ma douleur. Peut-être que l'amour signifie le protéger de la vérité sur la cruauté des adultes les uns envers les autres. Mais si je deviens agréable, peu exigeante et reconnaissante, que lui apprends-je à défendre les personnes maltraitées? Que lui apprends-je à dire la vérité aux puissants? Si je fais comme si tout allait bien,
Est-ce que je le protège ou est-ce que je lui apprends qu'aimer signifie avaler l'injustice? Si je pars, est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je lui montre qu'il faut parfois choisir sa propre dignité? Quel genre d'amour sert le mieux un enfant? Celui qui endure tout, ou celui qui refuse un traitement inacceptable? Je ne connaissais pas la réponse. Mais je savais que Thomas méritait mieux que de voir la personne qu'il aimait le plus disparaître lentement. Le lendemain matin, Thomas m'a retrouvé dans le jardin avant que quiconque ne se réveille. Grand-mère, vas-tu partir? Les enfants le savent toujours. D'une certaine manière, ils sentent quand les adultes prennent des décisions qui vont tout changer. Serait-ce mieux pour toi? Non. Le mot jaillit de lui comme un sanglot. Mais, peut-être que ce serait mieux pour toi? Mieux pour moi. Un garçon de 8 ans essayant de comprendre le calcul de l'amour et du sacrifice. Essayer de comprendre quand rester fait plus mal que partir. Je ne sais pas, mon petit. Je ne sais vraiment pas. Si tu pars, où iras-tu? Chez moi, peut-être. Ou, ailleurs. Ailleurs. L'inconnu qui semblait plus sûr que la cruauté connue. Mais alors je ne te verrai plus. Tu pourrais me rendre visite. Même en le disant, nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Claire n'autoriserait jamais les visites. La distance deviendrait une séparation permanente. Thomas, dis-je prudemment, et si je te disais que parfois, ceux qui s'aiment doivent être séparés? Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'être ensemble dans la mauvaise situation fait plus mal qu'il n'aide? Il réfléchit à cela avec le sérieux que les enfants uniques apportent aux questions impossibles. Comme quand les animaux du zoo sont déplacés vers des endroits plus agréables? Même si les gardiens qui les aimaient s'ennuyaient d'eux? Comme les animaux du zoo. Oui. Exactement comme ça. Oui. Parfois, le plus grand amour, c'est de trouver un endroit où l'on peut être pleinement soi-même. Mais ici, on est soi-même. Le suis-je vraiment? Demandai-je doucement. Ou est-ce que j'essaie tant d'être petit, silencieux et reconnaissant d'avoir oublié qui je suis vraiment? Il observa mon visage, cet enfant qui voyait tout. Tu es plus petit ici, dit-il finalement. Pas seulement ton corps. Ton moi. Ton moi. Oui. Mon moi rapetissait de jour en jour, me rétrécissant pour rentrer dans l'espace qu'ils avaient décidé que je pouvais occuper. Peut-être que je dois trouver un endroit où je peux redevenir grand. Grand comme tu l'étais avant? Quand tu me racontais des histoires, m'aidais à faire mes devoirs et riais aux éclats. Quand je riais aux éclats. Quand avais-je arrêté de rire aux éclats? Quand la joie était-elle devenue quelque chose que je devais rationner? Oui. Grand comme ça. Thomas hocha lentement la tête, maîtrisant la logique de l'amour et de la perte. Si tu redeviens grand, te souviendras-tu de moi? Souviens-toi de lui. Comme si l'oublier était possible. Comme si l'amour était quelque chose qu'on pouvait égarer. Thomas, je me suis agenouillé pour qu'on soit face à face. Tu es écrit dans mon cœur à l'encre indélébile. Impossible de t'oublier. Impossible de ne pas t'aimer. Où que je sois. À l'encre indélébile. La promesse qui comptait le plus. Et si je grandis aussi, quand je serai plus grande, voudras-tu encore me connaître? Quand je serai plus grande. Cet enfant planifiait déjà un avenir où il pourrait choisir ses propres relations. Où il pourrait t'aimer sans permission. Je voudrais tout savoir de la personne que tu deviendras. Je voudrais savoir si tu fais encore des dessins, si tu aides les chats errants et si tu défends les personnes injustement traitées. Je le ferai, dit-il avec férocité. Je ferai toujours ces choses. Toujours. La promesse d'un enfant de 8 ans. Le vœu le plus sacré qui soit. Alors nous nous retrouverons, dis-je. Quand tu seras assez grand pour choisir par toi-même. Promesse? Promesse. Nous étions assis dans le jardin au lever du soleil, nous faisant des promesses que nous ne pourrions peut-être pas tenir, nous aimant avec l'intensité désespérée de ceux qui savent que leur temps est compté. J'ai pris ma décision un mardi d'août. 3 mois après la séance de thérapie. 6 mois après avoir franchi leur porte avec 2 valises et le cœur plein d'espoir. Ce n'est pas un moment important qui a tout décidé. C'en a été 1000 petits. Le matin, Claire a servi des fraises fraîches à tout le monde sauf à moi, prétextant qu'elles étaient trop acides pour ma digestion sans demander mon avis. L'après-midi, Pierre est passé devant moi, assis seul dans le salon, et a éteint la lumière, apparemment sans me voir. Le soir, Thomas a demandé si nous pouvions tous jouer à un jeu de société ensemble et on lui a répondu que grand-mère n'aimait pas vraiment les jeux. Je n'aimais pas vraiment les jeux. Quand est-ce devenu vrai? Quand ont-ils décidé ce que j'aimais? Mais le moment qui m'a brisé n'était pas du tout lié à moi. C'était de regarder Thomas dîner, 8 ans, essayant de naviguer dans le champ de mine de la politique familiale. Il posait des questions précises sur ma journée sans mettre sa mère en colère. Il partageait son repas avec moi d'une manière qui semblait accidentelle. Il m'aimait en code parce que m'aimer ouvertement était devenu dangereux. Le voir apprendre à cacher son cœur était insupportable. Ce soir-là, j'ai écrit le plus long carnet de notes de ma vie. Jour 163, je pars demain. Non pas parce que je n'aime pas Thomas, parce que je l'aime. Non pas parce que j'abandonne, parce que je ne l'aime pas.
Mais parce que rester ici lui apprend de terribles leçons sur l'amour. Rester ici, c'est lui apprendre que les gens qui se soucient de vous accepteront n'importe quel traitement. Que aimer signifie endurer la cruauté. Que défendre quelqu'un qu'on aime est mal. Rester ici, c'est lui apprendre que les adultes mentent sur tout. Que les familles sont des espaces de représentation où chacun feint d'éprouver des sentiments qu'il n'a pas. Que le silence est plus sûr que la vérité. Si je reste, Thomas apprendra que l'amour est un sacrifice sans réciprocité. Que se soucier de lui signifie porter la honte des autres. Qu'être bon signifie être invisible. Si je pars, peut-être apprendra-t-il autre chose. Peut-être apprendra-t-il que ceux qui s'aiment peuvent mieux aimer les autres. Que la dignité n'est pas négociable. Que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser un traitement inacceptable. Peut-être apprendra-t-il que l'amour ne consiste pas à endurer. Il s'agit de devenir. Je veux que Thomas devienne quelqu'un qui s'attend à être bien traité. Quelqu'un qui croit mériter la gentillesse. Quelqu'un qui sait que le véritable amour ne nécessite pas de reculer. Je veux qu'il devienne quelqu'un qui ne traiterait jamais une autre personne comme ses parents m'ont traité. Et pour cela, il doit voir qu'il existe d'autres façons d'être. D'autres façons d'aimer. D'autres façons d'exister dans le monde. Il doit voir que partir peut être aussi courageux que rester. Il doit voir que se choisir n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il doit voir que l'amour ne s'arrête pas avec la proximité. Demain, je lui montrerai à quoi ressemble le choix de la dignité. À quoi ressemble le fait de croire qu'on mérite mieux. À quoi ressemble le fait d'aimer quelqu'un suffisamment pour être un modèle de respect de soi. Demain, je lui apprendrai la leçon la plus importante que je connaisse, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Et ma tasse est vide depuis trop longtemps. J'ai fait mes valises avant l'aube. Encore 2 valises. Plus petites maintenant. J'avais laissé des morceaux de moi-même dans cette maison qui ne seraient jamais retrouvés. Thomas m'a retrouvé dans le jardin une dernière fois. Tu pars vraiment. Ce n'était pas une question. Les enfants savent toujours. Oui. À cause de ce que maman a dit sur le fait de trouver un autre endroit? À cause de ce que maman a dit. À cause de ce que papa n'a pas dit. À cause de ce que j'avais besoin de t'apprendre à t'aimer suffisamment pour quitter les situations qui te diminuent. Parce que j'ai besoin de me rappeler qui je suis quand je n'essaie pas de me fondre dans des espaces trop petits pour moi. Veux-tu m'écrire? T'écrire. Des lettres que Claire intercepterait. Des mots qui n'atteindraient jamais leur destination. Je t'écrirai dans mon cœur, dis-je. Tous les jours. Et un jour, quand tu seras plus grand, quand tu pourras choisir par toi-même, nous lirons ces lettres ensemble. Comment te trouverai-je? Tu me trouveras comme tu m'as trouvé dans cette maison, même quand tout le monde faisait semblant de ne pas être là. Tu me trouveras parce que l'amour est une boussole, et il pointe toujours vers la maison. L'amour est une boussole. La chose la plus vraie que je lui ai jamais dite. Grand-mère, sa voix était petite, effrayée, et si j'oubliais ce que tu m'as appris? Que t'ai-je appris? Qu'il n'y a rien de mal à voir quand quelqu'un souffre. Qu'il n'y a rien de mal à essayer d'aider. Que l'amour signifie défendre les autres, même dans les moments difficiles. Surtout dans les moments difficiles. Alors tu sais déjà tout ce que tu dois savoir. Mais et si j'ai peur? Et si je cesse d'être courageuse? Alors tu te souviens de ce moment. Tu te souviens que tu avais 8 ans et que tu as choisi d'aimer quelqu'un que tout le monde essayait de rendre invisible. Tu te souviens que tu étais la personne la plus courageuse dans une maison pleine d'adultes qui avaient trop peur de dire la vérité. La personne la plus courageuse dans une maison pleine d'adultes. Parce que c'était exactement ce qu'il était. Et Thomas, dis-je en le serrant contre moi, tu te souviens que partir ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, c'est grandir. Parfois, c'est le seul moyen de devenir qui on est censé être. Qui on est censé être? Quelqu'un qui n'accepterait pas ce que j'avais accepté. Quelqu'un qui ne tolérerait pas ce que j'avais toléré. Quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre dans la lumière du matin, cet enfant et cette femme, tous deux comprenant que c'était une fin et un début. Tous deux comprenant que l'amour ne s'arrête pas quand les gens se séparent. Il transforme. Il devient souvenir, leçon et promesse. Il devient la voix qui murmure que tu mérites mieux quand le monde essaie de te convaincre du contraire. Claire m'a trouvé en train de charger mes valises dans le taxi. Marguerite, attends. On peut arranger ça. Arranger ça. Maintenant que je partais, soudain, des solutions se présentaient. Maintenant que je me choisissais, soudain, j'avais suffisamment d'importance pour négocier. Non, ai-je simplement dit. On ne peut pas. Mais Thomas, il sera dévasté. Thomas sera dévasté. La manipulation émotionnelle qui m'avait emprisonné pendant des mois. La menace déguisée en inquiétude. Thomas apprendra que ceux qui s'aiment sont capables de mieux aimer les autres. Tu dramatises. Fuir ne résoudra rien. Fuir. Comme si choisir la dignité était de la lâcheté. Comme si refuser un traitement inacceptable était une faiblesse. Je ne fuis pas, Claire. Je cours vers une vie où je n'aurai pas à gagner le droit d'exister.
Vers une version de moi-même dont Thomas puisse être fier. Il est déjà fier de toi. Il est fier de mon endurance. Je veux qu'il soit fier de mon courage. Courage. Le mot qui a tout changé. Le mot qui a transformé le départ en héroïsme plutôt qu'en échec. Le chauffeur de taxi a regardé sa montre. Pierre est apparu sur le seuil, mais est resté là, observant à distance. Thomas est sorti en courant, toujours en pyjama. Grand-mère, ne pars pas. Ne pars pas. La supplication qui a failli briser ma résolution. Les mots qui auraient pu me piéger à jamais. Je le dois, mon petit. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit sur l'amour comme boussole? Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Il me guide vers la personne que je dois devenir. Et un jour, il te guidera à nouveau vers moi. Un jour. La promesse qui a rendu ce départ possible. J'ai embrassé son front, mémorisant la sensation de ses bras autour de mon cou, l'odeur de ses cheveux endormis, le son de sa voix disant « Je t'aime » comme une prière. « Je t'aime aussi » ai-je murmuré. Toujours, toujours et toujours. Toujours, toujours et toujours. Les mots qui nous guideraient tous les deux à travers les années entre cet adieu et notre prochain bonjour. Je suis monté dans le taxi et je n'ai pas regardé en arrière. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'avancer exigeait toute ma force. 6 mois plus tard, je vivais dans un petit appartement près de la côte méditerranéenne. Une lumière chaude à travers des fenêtres propres. Des voisins qui me disaient bonjour sincèrement. Une vie grandeur nature pour une personne qui comptait. J'écrivais dans mon carnet tous les jours. Plus de tristesse. De découverte. De me souvenir de qui j'étais quand je n'essayais pas de me faire petite. Jour 245, j'ai rejoint un club de lecture aujourd'hui. J'ai partagé mon opinion sur la fin du roman que nous avons lu. Les gens m'ont écouté. Les gens ont exprimé leur désaccord avec attention. Les gens ont traité mes pensées comme si elles avaient de la valeur. Jour 261, j'ai fait un gâteau au chocolat. J'en ai mangé un morceau au petit déjeuner. Parce que j'en avais envie. Parce que je pouvais. Parce que personne n'était là pour décider de ce qui convenait à ma digestion. Jour 278, j'ai fait du bénévolat à l'école du quartier. J'ai aidé des enfants à lire. Je me suis souvenu de ce que c'était que d'être utile. D'être vu. D'être apprécié sans avoir à le mériter. Petit à petit, je redevenais moi-même. Le moi que Thomas avait aimé. Le moi qui méritait d'être aimé. Pour le 9e anniversaire de Thomas, je lui ai envoyé un colis. Pas à la maison, Auclair ne l'aurait jamais permis. À son école. Un livre d'histoire du monde entier. À l'intérieur de la couverture, j'ai écrit, pour Thomas, qui m'a appris que l'amour ne consiste pas à rester dans des endroits qui vous rabaissent. L'amour, c'est grandir suffisamment pour élever les autres. Merci de m'avoir relevé quand j'avais oublié comment m'élever moi-même. Jusqu'à ce que nous lisions ces histoires ensemble? Grand-mère, je n'ai jamais su s'il l'avait reçu. Mais 3 jours plus tard, un dessin est arrivé dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. Juste l'image d'une femme et d'un garçon debout ensemble sous un arbre rempli d'éléphants. L'Afrique. Il se souvenait encore de notre rêve d'Afrique. En bas, d'une écriture soignée d'enfants de 8 ans. L'amour est une boussole. Elle pointe vers toi. L'amour est une boussole. Elle pointe vers toi. J'ai accroché le dessin sur mon réfrigérateur et j'ai pleuré des larmes qui avaient un goût de joie plutôt que de sel. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre. Remise en main propre par l'enfant d'un voisin. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Chère grand-mère, j'ai 10 ans maintenant. Assez grande pour comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. Maman et papa ont divorcé l'année dernière. Papa a déménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville. Il dit qu'il a été malheureux pendant longtemps, mais qu'il ne savait pas comment le dire. Il dit que te voir partir lui a appris que rester dans des situations qui te blessent n'est pas noble. C'est juste une mort lente. Il demande de tes nouvelles parfois. Il dit qu'il est désolé de ne pas t'avoir défendu. Il dit qu'il avait peur de maman, mais que ce n'est pas une excuse pour laisser quelqu'un qu'il aimait être maltraité. Maman aussi est différente maintenant. Pas gentille, différente. En colère, différente. Elle dit que tu as empoisonné notre famille en partant. Mais je pense que tu l'as sauvée. Parce que maintenant, nous n'avons plus besoin de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je pense à toi tous les jours. Le docteur Moreau dit que c'est normal. Elle dit qu'aimer quelqu'un ne s'arrête pas simplement parce qu'il n'est plus là. Elle dit que l'amour que tu m'as montré est la raison pour laquelle je remarque quand les autres sont traités injustement à l'école. Elle dit que c'est une bonne chose. Il y a une nouvelle fille dans ma classe qui s'appelle Marie. Elle vient d'Haïti et certains élèves sont méchants avec elle parce qu'elle parle différemment. Je me souviens de ce que tu m'as appris sur le fait de défendre les autres. Alors je m'assois avec elle au déjeuner. Je l'inclus dans les jeux. Je dis aux autres enfants d'arrêter d'être méchants. Hier,
Elle m'a donné un dessin de nous jouant ensemble. Cela m'a rappelé les dessins que je faisais pour toi. Je pense que c'est ce que fait l'amour. Il t'apprend à voir les autres qui ont besoin d'être vus. Il t'apprend à défendre les gens qui ont besoin de quelqu'un pour les défendre. Le docteur Moreau dit que quand j'aurai 18 ans, je pourrai te trouver si je le veux. Je le veux. Je veux te montrer qui je suis devenu. Je veux que tu vois que les choses que tu m'as apprises continuent de grandir en moi. Je veux te dire que tu as eu raison de partir. Que te choisir n'était pas égoïste. Que me montrer qu'il était possible de s'éloigner des gens qui t'ont blessé était la leçon la plus importante que tu aurais pu m'apprendre. Je veux te dire que je n'ai plus peur. De ne plus m'exprimer. De ne plus être différent. De ne plus aimer les gens même quand d'autres pensent que c'est mal. Je veux te dire que l'amour est vraiment une boussole. Et la mienne pointe toujours vers toi. Toujours et toujours et toujours. Thomas PS, j'ai encore toutes les pages de ton carnet. Celles que tu as laissées derrière toi. Je les lis parfois quand tu me manques. Elles m'aident à me rappeler que se sentir triste à cause de choses injustes n'est pas mal. Se sentir triste signifie qu'on a un cœur qui fonctionne. PS, je tiens aussi un carnet maintenant. Un jour, nous pourrons les lire ensemble. 8 ans. 8 ans à me demander si j'avais fait le bon choix. 8 ans à espérer que Thomas comprendrait. 8 ans à croire que l'amour pouvait survivre à la distance, aux temps et aux adultes qui tentaient de le tuer. Sa lettre était la preuve que tout ce que j'avais espéré était vrai. Que les enfants bien-aimés apprennent à s'aimer eux-mêmes. Que défendre quelqu'un leur apprend à défendre les autres. Que refuser un traitement inacceptable leur donne le droit d'espérer mieux pour eux-mêmes. Que partir peut être la chose la plus aimante qu'on puisse faire. Thomas m'a retrouvé le jour de ses 18 ans. Je m'occupais de mon petit jardin derrière mon appartement lorsqu'une ombre est tombée sur les plants de tomates. J'ai levé les yeux vers le visage d'un jeune homme qui avait les yeux de mon fils, le menton têtu de son grand-père et quelque chose de tout à fait à lui, une force qui venait de la conscience de sa propre valeur. « Grand-mère » a-t-il dit, et sa voix était plus grave maintenant, mais portait toujours la même chaleur dont je me souvenais. « Thomas » Je me suis levé lentement, osant à peine y croire. « Tu es si grand. Tu es exactement le même. » Mais je n'étais plus exactement le même. J'étais plus ronde maintenant. Plus forte. Quelqu'un qui prenait l'espace dont elle avait besoin au lieu de rétrécir pour s'adapter à des espaces trop petits. « Es-tu heureux » demanda-t-il. « Heureux. » La question la plus importante. « Oui, dis-je, et je le pensais vraiment. »« L'es-tu » ? Je le suis maintenant. Nous étions dans mon petit jardin, ce jeune homme et cette vieille femme, tous deux transformés par 8 années d'éloignement pour mieux grandir ensemble. « J'ai apporté quelque chose » dit-il en sortant un carnet usé de son sac à dos. « Mon journal. Celui que je garde depuis ton départ. Depuis que je suis parti. Pas depuis que je l'ai abandonné. Depuis que je suis parti. Le choix qu'il avait appris à considérer comme du courage plutôt que de la lâcheté. Et j'ai apporté ceci, il a sorti un autre carnet. Plus vieux. Plus familier. Mon carnet. Celui que j'avais laissé derrière moi. Tu l'as gardé ? J'ai tout gardé. Chaque mot que tu as écrit. Chaque dessin que tu as sauvegardé. Chaque preuve de ton existence dans cette maison, même lorsqu'ils ont essayé de te rendre invisible. Chaque preuve de ton existence. Les archives de ma survie. Le récit de mon amour dans des circonstances impossibles. Thomas, dis-je, j'ai besoin que tu saches. J'ai besoin que tu saches quelque chose d'abord, interrompit-il. Partir était le bon choix. Pas seulement pour toi. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Les mots qui m'ont absous de chaque instant de culpabilité. Comment ? Parce que te voir te choisir m'a appris que je pouvais aussi me choisir. Quand les enfants à l'école étaient méchants. Quand les adultes essayaient de me dire quoi penser, ressentir ou croire. Quand on essayait de me rabaisser. Quand on essayait de me rabaisser. La leçon qui lui servirait toute sa vie. Et parce que, continua-t-il, si tu étais resté et que tu étais resté sans les laisser te maltraiter, j'aurais appris qu'aimer signifie accepter un traitement inacceptable. J'aurais appris que la famille peut te traiter comme elle le souhaite et qu'il faut l'accepter. Que l'amour signifie accepter un traitement inacceptable. Oui, c'est exactement ce qu'il aurait appris. Au lieu de cela, j'ai appris que ceux qui s'aiment peuvent mieux aimer les autres. Que la dignité n'est pas négociable. Qu'il est normal de fuir les situations qui vous blessent, même quand d'autres vous disent de rester. La dignité n'est pas négociable. La leçon la plus importante que j'ai jamais enseignée. Sans le vouloir. Juste en le choisissant moi-même. J'ai appris, dit-il, que l'amour ne s'arrête pas quand les gens se séparent. Il se transforme, tout simplement. Il se transforme. Oui. Notre amour s'était transformé. De la présence quotidienne au choix quotidien. De l'espace partagé aux valeurs partagées. Du réconfort au courage. Thomas, dis-je, quel genre de personne es-tu devenu ? Il sourit, et c'était le même sourire qu'à 8 ans, mais plus fort maintenant.
Plus sûr de moi. Je suis devenu quelqu'un qui défend les personnes injustement traitées. Quelqu'un qui inclut les personnes laissées pour compte. Quelqu'un qui s'exprime quand il voit quelque chose de mal. Quelqu'un qui s'exprime quand il voit quelque chose de mal. Tout le contraire de son père. Tout le contraire de l'homme qui a laissé l'injustice se produire dans sa propre maison. Je suis devenu quelqu'un qui s'attend à être bien traité et qui traite bien les autres en retour. Quelqu'un qui sait que le véritable amour ne demande pas de se rétracter. Le véritable amour ne demande pas de se rétracter. La sagesse qu'il m'a fallu 73 ans pour apprendre. La sagesse qu'il avait acquise à 18 ans, parce que j'avais eu le courage de l'incarner. Je suis devenu, dit-il, quelqu'un dont on serait fier. Quelqu'un dont on serait fier. J'étais fier. Plus fier que les mots ne peuvent le dire. Et que veux-tu maintenant? Demandai-je. Je veux te connaître à nouveau. Le vrai toi. Le grand toi. Le toi que tu es devenu quand tu as arrêté d'essayer de te fondre dans des espaces trop petits. Le vrai moi. Le grand moi. Le moi dont j'avais presque oublié l'existence. Je veux lire nos cahiers ensemble. Le tien et le mien. Je veux voir comment nous avons grandi tous les deux pendant les années où nous étions séparés. Comment nous avons grandi tous les deux. Oui, nous avions grandi tous les deux. Séparés pour mieux être ensemble. Je veux entendre parler de ta vie ici. Tes amis, ton jardin, ton club de lecture, ton bénévolat. Ton bénévolat. Il avait suivi. D'une manière ou d'une autre, à travers toutes ces années et ces kilomètres, il avait suivi. Je veux te parler de l'école, de mes amis et de la fille avec qui je sors qui me fait penser à toi parce qu'elle défend tout le monde et ne laisse personne se sentir invisible. Elle ne laisse personne se sentir invisible. L'héritage de l'amour. Le cadeau qui se donne sans cesse.